Le président de la République, Michel Martelly, a rencontré ce mardi 11 octobre l'ancien président Prosper Avril en sa résidence privée. Les deux hommes n'ont pas caché leur satisfaction après cette rencontre. Le président Martelly a fait remarquer que cette démarche vise à intégrer tous les fils et toutes les filles du pays dans le processus de reconstruction. L'histoire dira ce qui a été de ce qu'on a fait, mais aujourd'hui l'idée, c'est qu'on puisse se mettre ensemble et travailler à rebâtir cette nation qui aujourd'hui montre les séquelles de ce que nous avons fait par le passé. Aujourd'hui, il est temps que nous nous mettions tous ensemble, tous, à refaire, à rebâtir notre joli petit pays. Pour sa part, l'ancien général Prosper Avril a salué l'initiative du chef de l'État. Accueil qui se veut fraternel et aussi patriotique, car notre président porte un grand rêve en lui. Réconcilier la nation avec elle-même et réussir le développement de l'homme, de la femme et du pays haïtien. Ce grand rêve qui peut redonner l'espoir au peuple haïtien et aussi raviver cette foi que tous les Haïtiens devraient avoir dans l'avenir grandiose de notre pays, Haïti, notre seule et unique patrie. Et ce mercredi, Michel Martelly a rencontré les anciens présidents Jean-Bertrand Aristide dans un premier temps et ensuite Jean-Claude Duvalier. Dans le cadre de cette semaine de réconciliation nationale lancée récemment par la présidence, le chef de l'État a l'intention de rencontrer Leslie François Maninga, Alexandre Boniface et Gérard Gourgue. Ces rencontres entrent dans le cadre d'une série de tête-à-tête prévue par le président de la République avec ses prédécesseurs encore en vie et présents en Haïti. Le Premier ministre ratifié Gary Conille doit présenter l'énoncé de la déclaration de sa politique générale ce jeudi au Grand Corps. Entre-temps, les négociations entre la présidence et les différents groupes majoritaires au niveau du Parlement se poursuivent. Suivez ce reportage de Georges Allen. Les négociations sur le partage des postes ministériels, de toute évidence, constituent l'élément de blocage à la séance sur l'énoncé de politique générale du Premier ministre ratifié. Les groupes majoritaires, tant au Sénat qu'au niveau de la Chambre des députés, veulent décrocher un ou deux ministères, ce qu'ils appellent partage de responsabilités. Alors que le G16 persiste dans les discussions avec l'exécutif et Gary Conille, le sénateur Simon Dieusseldera, membre de ce bloc, s'oppose formellement à une telle démarche. Et me dit qu'on peut qu'il ouvre éventuellement groupe César dans le gouvernement, mais moi pour le pas la donne. Séance là annoncée pour demain si bon Dieu officiellement. Donc il était seulement pour nous communiquer nous et au du jour et d'ici après-midi le président pour sous boîte nous comme d'habitude n'a pas qui ça au du jour à partir d'après-midi. Si pour le groupe majoritaire au Sénat les responsabilités doivent être inévitablement partagées, les sénateurs de la plateforme alternative pour leur part plaident en faveur d'un pacte de gouvernabilité. Edmond Supplice-Bozil. Nous avons toujours dit nous-mêmes. Nous pas non question de partage de responsabilité à ce niveau. Nous avons préféré de préférence vu état pays vu que nous pas un côté parce que tout le monde pensait que pas un temps pour nous perdu encore dans pays ça. Dans état nous dans état de faiblesse l'état, nous avons toujours croire que faut nous un pacte de gouvernabilité. Mais nous pas jamais dans question partage de responsabilité et partage de pouvoir. Le tandem Martelly-Conille est un mariage dont le divorce est consommé d'avance. Ne cesse de répéter le sénateur Anacassis Jean-Hector. Sans chercher de faux fuyants, le sénateur Anacassis annonce qu'il votera contre l'énoncé de politique générale du docteur Conille. Le président Martelly a 5 points. Et tout ministre là, il était grand temps, le président Martelly a parlé, il dit même ministre. C'est-à-dire, le premier ministre Conille n'est autre que un bagage qui est déjà consommé pour lui. C'est ça que me dit, divorce la fête. C'est bon préjugé. Oui, divorce là déjà consommé, non mariage que validé. Qui ça lié? Est-ce que c'est pas M. Mérizier ou pas le garder dans le cabinet, c'est pas M. Mérizier qui a ministre de l'Éducation nationale? Le président passé là le côté roi d'Espagne, il dit même ministre. Il dit comment le président fait dire même ministre pour que premier ministre. La séance du vote sur la déclaration de politique générale du Premier ministre ratifiée aura-t-elle lieu ce jeudi au Sénat comme l'avait annoncé le sénateur Rodolphe Joisil? Une question à laquelle on ne peut répondre puisque la conférence des présidents ne s'est pas encore tenue
et certains sénateurs ne disposent pas encore de la copie de la déclaration de la politique générale 24 heures à l'avance, comme cela était convenu. Si les parlementaires accordent un vote de censure à Gary Conille lors de la présentation de sa déclaration de politique générale, la procédure va devoir recommencer à zéro. C'est ce qu'a affirmé l'ancien président de l'Assemblée nationale de la 45e législature, Jean Bélisère. L'avis de M. Bélisère est partagé par un ancien président de la Chambre basse, Jean-Robert Saint-Paul, de la 45e et de la 46e législature. Suivez ce reportage de Télémétropole. Tous les projecteurs sont une fois de plus braqués sur le Parlement à l'occasion de la présentation de l'énoncé de la politique générale du Premier ministre ratifié. Gary Conille recevra-t-il un vote de confiance? Que se passera-t-il si sa déclaration de politique générale est rejetée par les parlementaires? La réponse de Jean Bélisère, ancien président du Sénat. L'article 129-4 vous dit ceci. Lorsque la demande, par exemple, d'interpellation aboutit à un vote de census sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale, donc le Premier ministre doit présenter sa démission. Et le président de la République se doit de l'accepter et de désigner un autre Premier ministre. De ce fait, ce n'est pas la peine de se présenter par devant l'autre chambre. Le processus doit reprendre depuis le début, poursuit l'ancien président de l'Assemblée nationale de la 45e législature. L'ex-président de la Chambre des députés de la 45e et de la 46e législature, Fritz Robert Saint-Paul, est d'accord avec son collègue. Selon lui, un tel cas n'arrive pas souvent. Dans l'hypothèse où la déclaration de politique générale du Premier ministre n'aurait pas recueilli le vote de la majorité absolue de l'une des deux chambres, la procédure recommence. Et le président de la République doit désigner, en consultation avec les présidents des deux chambres, un autre Premier ministre et que ce choix doit être ratifié également par les deux chambres. C'est à ce moment-là que le nouveau Premier ministre en nommé présentera sa déclaration de politique générale par devant les deux chambres. Par ailleurs, l'ancien député déplore le fait que jusqu'ici, aucune instance ne se soit pas encore penchée sur la question. Ainsi, dit-il, on éviterait de reprendre le processus au début. En ce qui concerne Gary Conille, ces anciens parlementaires se montrent confiants quant à sa ratification par les deux chambres. La séance doit avoir lieu ce jeudi au Sénat. Il suffit d'attendre. Le représentant spécial de l'ONU pour Haïti, Mariano Fernandez, dit espérer que le Parlement haïtien accordera un vote de confiance à l'énoncé de politique générale du Premier ministre ratifié. Monsieur Fernandez, qui intervenait lors de la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire de la MINUSTAH, a fait remarquer que la mise en place d'un nouveau gouvernement aidera le pays à se stabiliser. Par ailleurs, il a affirmé qu'il est actuellement en discussion avec l'ONU dans le but de réorienter le mandat de la MINUSTAH. 4 mois. En presque 5 mois, finalement, le président a obtenu l'approbation du Parlement pour la désignation de M. Gary Conille comme Premier ministre. Et le Premier ministre Gary Conille se trouve dans ce jour négociant et conversant avec le Parlement pour obtenir le soutien pour son programme de gouvernement et le cabinet. J'espère, nous aurons l'avis, merci, que le Parlement peut donner son avis positif à la demande de M. Conille d'approuver le cabinet et programme de gouvernement. Et ça sera naturellement un pas avant dans la stabilisation d'Haïti. Pour cette raison, on a commencé, depuis que je suis arrivé, mois de juin, à parler sur la réduction de la MINUSTAH à Haïti parce qu'on a regardé, on a vu, on a comprouvé que le pays commençait à se stabiliser de façon importante. L'hôpital Bernard-Meuse dispose depuis quelques mois d'un scanner qui permet de détecter certaines maladies chez l'homme. Comment est-il utilisé? Jacques Bourdeau s'est rendu à l'hôpital Bernard-Meuse. Il nous en dit plus.
Ici, nous sommes dans une petite salle préfabriquée à l'hôpital Bernard-Meuse, où se trouve le scanner médical appelé en français tomodensitométrie. Cet appareil de haute technologie médicale sert à quoi dans un hôpital? La réponse avec ce technicien en scanner médical, Mardi Junior. Même avec une radiographie, mais beaucoup plus poussée. C'est-à-dire les bails, l'autre vue que la radiographie n'a pas bail. C'est-à-dire les bails vue, radiographie à bosse, en vue sous squelette là, sous os. Mais les mêmes les beaux vues sous tissu mou, sous chair, et permettent nous d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire si on a un problème au niveau, c'est-à-dire par exemple si on a une tumeur quelconque, ou bien que ce soit une fracture, voilà ça il y a mais les beaux en vue. Selon le technicien, il n'y a aucun danger à subir un scanner médical, mais précise-t-il, seules les femmes enceintes sont exposées. Des effets secondaires, ça va dépendre parce que pratiquement, les effets secondaires, risque, oui, effets secondaires, oui, mais par contre, c'est peut-être une à long terme. Les plus dangereux pour un monde qui est enceinte, par exemple. Si c'est un monde qui est enceinte qui a fait un scanner, non. Là, je vais me cacher de ça, il y a un problème. Est-ce que vous recommandez la font effet sous bébé à dans le ventre. Un examen médical que beaucoup de gens commencent à subir à Port-au-Prince fait remarquer le technicien. Il y a 2 jours où je joue un pile scanner. Il y a 2 jours où on fait n'importe 20 scanners. Mais il y a 2 jours où on fait moins. Cette femme, par exemple, allongée sur le dos en train de subir un scanner médical, fait part de ses impressions. Je fais un biopsie d'enceinte, je fais un boule là-dedans. Après, je fais un biopsie là, le mal cas docteur. Le docteur dit qu'il me l'a coupé. Après, ça me dit, voyons l'autre docteur. L'autre docteur a dit, bon, par contre, si c'est cancer, je fais là-dedans. Après, on a des examens, il dit, bon, qui n'est pas fin clair. Dans l'examen, il va me faire un scanner. $150 américains. Le scanner médical ou tomodensitométrie est un appareil médical très sophistiqué et très coûteux qui n'est pas trop répandu en Haïti. Celui de l'hôpital de Bernard-Meuse est un don de la fondation Yélé Haïti et le Project Medisure.